Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bien bienvenue dans ce nouvel webinaire, organisé par le Hibou et le temps que tout le monde se connecte, vous pouvez commencer par nous dire, de quelle ville ou de quel pays vous vous connectez. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus, sur la communauté. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, Jérémy, Verdeau, qui est directeur gouvernance IA. Il va nous expliquer, comment décoder l'IA Act pour accompagner vos clients. Si, Enchanté. si vous avez des questions, pendant la présentation, vous pouvez les, poser via le chat, mais nous aurions aussi, un temps à la fin, 10 minutes dédiées, vers la fin pour, que vous posiez vos questions, évidemment liées à la thématique. Et sinon, vous pouvez aussi prendre, contact directement après, avec, Jérémy s'il veut partager ses réseaux sociaux ou son LinkedIn. Je commence, par me présenter. Alors moi, je suis Laurie, user care operator, chez Le Hibou, ce qui consiste, à guider la communauté des freelances, via la plateforme, le Slack des freelances aussi et je fais de la modération des nouveaux inscrits, sur notre plateforme. Ça peut être client, ESN ou freelance. Et aujourd'hui, j'accompagne, Jérémy pour animer ce webinaire. Je Enchanté. vous je vous présente également, le Hibou en quelques mots. Alors, le Hibou, c'est une société, une plateforme de freelancing qui est numéro 1 dans la tech et l'innovation. Nous sommes présents partout en France, notamment à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et maintenant aussi, à Bruxelles et au Luxembourg. Nous avons, des missions moyennes de 15 mois. Notre, TGM moyen est de 700 € et nous avons comptabilisé plus de 7 200, missions longues en 2025. Nous travaillons également avec plus de, 500 entreprises, qui nous font confiance, durant ces dernières années, notamment des grands groupes, comme, BNP, Crédit Agricole, AXA, L'Oréal, Sephora, La Poste ou autres. Ils nous font confiance, depuis, déjà 10 ans parce que l'année dernière, le Hibou a également fêté ses 10 ans. Du coup, maintenant, je passe la main à Jérémy pour qu'il se présente. Enchanté tout le monde. Moi, je m'appelle Jérémy Verdeau. J'ai un cabinet de conseil qui aide les grands comptes, les grandes entreprises et les PME à décortiquer l'IA Act et à repenser un peu la façon dont ils produisent ou ils utilisent de l'IA dans leurs opérations. Et le but, c'est de les aider à le faire de manière conforme avec la nouvelle réglementation et pour éviter toute forme de problème et que tout se passe bien. Ça fait plus d'une dizaine d'années, moi, que je travaille dans l'IA et au moins 6 ans que je gère les risques liés à l'usage de l'intelligence artificielle. Et depuis 2021, je travaille beaucoup sur l'IA Act dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, le but des 45 minutes et 1 heure qui vont venir, c'est pour moi de vous donner les grandes clés de lecture du texte de loi, de vous faire comprendre les points les plus fondamentaux pour vous aider, vous, dans vos métiers, qui ne sont pas forcément des métiers de spécialistes de ce texte de loi, à voir si ça a des impacts chez vous et à pouvoir lever la main quand il y a un risque qui se présente ou pouvoir mettre les bonnes pratiques de manière assez naturelle. Il y a beaucoup de choses qui viennent du bon sens. Si ça vous va, on va commencer maintenant. Alors, je vais vous demander de faire un effort et de mémoire et de retourner un peu dans le temps. Le texte de loi, il est sorti en 2021 et la Commission européenne, à l'époque où elle travaillait donc sur l'IA Act, ce texte de loi s'appelle l'IA Act, essayait de faire 3 choses. Elles essayaient de favoriser la confiance des individus dans les systèmes d'IA, de protéger les droits fondamentaux des citoyens et de standardiser un peu la façon dont l'IA pouvait être créée et déployée dans tous les États membres. Évidemment, il y a parmi ces 3 points, un qui est beaucoup plus important que les autres, c'était le numéro 2, c'est-à-dire protéger les droits fondamentaux des citoyens. L'essentiel du texte de l'IA Act est tourné autour de cette question, comment le faire? Et pour comment le faire, dites-vous que vous êtes un député à la Commission européenne, vous êtes en 2020-2021, et on vous pose la question, selon vous, monsieur le député, quels sont les systèmes d'IA qui risquent de poser problème ou
d'atteindre aux droits des citoyens. Sur quels critères vous vous basez? Vous avez plusieurs possibilités. Il y en a 4 qui viennent très vite en tête. Et la première, c'est vous pouvez vous dire que certaines architectures d'intelligence artificielle sont plus problématiques que d'autres et sont amenées à poser plus de problèmes. Il y en a une seconde qui peut vous dire, si votre IA elle a beaucoup de données d'entraînement, potentiellement, ça peut poser aussi plus de problèmes. Ou à l'inverse, si elle en a tellement peu qu'elle n'est pas bonne, ça peut poser certains problèmes. Le troisième, c'était sur la puissance de calcul que votre IA nécessite pour fonctionner. Et le quatrième, c'est mais qu'est-ce que vous essayez de faire avec votre système d'IA? On va un peu oublier la partie architecture, le modèle, les données. On essaie de comprendre la finalité, le cas d'usage qui est derrière. Et les députés ont retenu cette option-là. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, en fait, la bonne façon de comprendre si une IA peut poser problème ou pas, si elle est à risque ou pas, ce n'est pas vraiment de voir comment elle est composée, mais c'est d'essayer de comprendre la fonctionnalité qui est visée, le but des gens qui la déploient. Et pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple qui a le mérite d'être un peu violent pour marquer l'imagination. Dites-vous que vous vous rendez chez votre assureur pour négocier un contrat d'obsèques pour vous, pour un de vos proches, et que sur la table de votre assureur, il y a une petite caméra qui observe vos expressions faciales, et en fonction de la détresse qui est perçue, on augmente ou pas le prix. Donc ça, c'est typiquement un cas, une finalité qui devrait vous faire bondir et faire une levée de bouclier, et c'est normal. Et d'ailleurs, ça, c'est une finalité interdite. En revanche, si vous imaginez une IA qui est là pour détecter les chutes des personnes âgées pour qu'une équipe de soignants puisse aller les aider, la finalité est nettement plus bénéfique. Potentiellement, derrière, il va avoir un modèle très similaire, voire le même. La question n'est pas tant en fait du modèle ou des briques constitutives, mais c'est vraiment de ce que vous essayez d'en faire. Donc là, vous avez un exemple qui est interdit, un exemple qui est plutôt désirable, et c'est comme ça que le texte de loi a été en fait pensé. Donc, on essaie de regarder, mais qu'est-ce qu'on essaie de faire avec? Le problème de ce texte de loi, c'est qu'il a été fait avant 2021 et donc avant l'apparition de ChatGPT. Et cette nouvelle forme d'IA générative, va un peu chambouler la suite du texte et va créer tout un tas d'exceptions, et on va pouvoir rentrer ensemble dans le détail. Donc, le fondamental, c'est qu'est-ce que vous essayez de faire avec une IA? Est-ce que la finalité, elle est bonne ou pas bonne? Et les députés ont considéré qu'ils allaient classer ça en 4 catégories, ce qui est inacceptable. Donc, inacceptable veut dire interdit dans ce cas-là. Ce qui est à haut risque, les finalités qui vont devoir être encadrées de très près, celles qui sont limitées et celles qui ne présentent pas vraiment de risque. Et la façon dont on va définir en fait maintenant ces catégories, c'est que pour les 3 premières, il y a un inventaire de si vous êtes dans ce cas-là, vous allez être considéré comme étant inacceptable. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez être considéré comme étant à haut risque, etc., etc. Donc on va les voir ensemble une fois parce que c'est bien d'avoir une idée de ça veut dire quoi, une idée un peu plus concrète. Et on commence par les inacceptables. Donc, inacceptable, vous avez l'interdiction absolue de déployer des systèmes d'IA qui servent à faire ça. Et un système d'IA, le vocable système d'IA, c'est ce qui est utilisé dans le texte de loi. Donc, ça ne concerne pas juste le modèle d'IA, ça concerne l'ensemble du produit, c'est-à-dire le modèle, les interfaces avec lesquelles vous allez interagir avec lui, les données d'entraînement, l'infrastructure qui est derrière. Enfin, il faut penser ça comme un produit de A à Z. Et donc, vous n'avez pas le droit de faire des systèmes d'IA qui vont permettre de la manipulation, donc un peu le cas du contrat d'obsèques que je vous ai donné avant, notation sociale, profiling criminel, c'est-à-dire à la Minority Report de savoir si un individu va être une probabilité forte de faire, de faire quelque chose de criminel ou pas, collecte de données de reconnaissance faciale, reconnaissance des émotions qui est tolérée dans certains endroits, mais interdite si c'est sur votre lieu de travail ou si c'est à l'école, catégorisation biométrique, évidemment, et identification en temps réel. Ce n'est pas de la vérification. La vérification, ça serait vous qui arrivez à un portique et vous vous dites « je m'appelle Jérémy Verdeau » et le système d'IA va dire « oui, tu t'appelles bien Jérémy Verdeau parce que j'ai tes données biométriques sur ton passeport, je confirme ton identité ». Ça, c'est autorisé mais encadré. L'identification biométrique en temps réel, c'est vous vous baladez dans la rue et en permanence,
reconnaît votre identité et on sait où vous êtes. C'est pas en train de vous dire, je m'appelle tant, vérifie que c'est vrai. On est juste en train de dire, lui, il est là à tel endroit et on connaît son prénom et son nom et on sait ce qu'il fait. Donc tout ça, c'est interdit, donc il ne faut pas le faire, évidemment, sous peine d'amende qu'on revoit à toute fin. On arrive sur les hauts risques. Alors les hauts risques, ils sont autorisés, il y en a même plein, et c'est potentiellement ceux sur lesquels vous allez devoir le plus travailler, c'est là où il y a le plus d'obligations. Et dans la vie professionnelle normale, vous allez probablement en rencontrer. Ils ne sont pas non plus exceptionnels. Donc déjà, dès que vous touchez à des infrastructures critiques, évidemment, dès qu'il y a une IA qui est dans une infrastructure critique, elle va être considérée à haut risque. Et ça paraît naturel, vous n'avez pas envie d'avoir un contrôle aérien avec une IA qui n'a pas été vérifiée proprement. Pareil, si elle est déployée dans l'éducation, si elle donne accès aux services essentiels, mais de manière générale, si elle donne accès à des services importants, l'accès au logement ou la possibilité d'acheter ou non quelque chose, vous allez être considéré comme à haut risque. Si ça touche à l'immigration, c'est pareil. Et si l'IA fait partie d'un composant d'un produit réglementé, imaginons une voiture, vous allez être à haut risque. À haut risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit de le faire, mais vous avez le droit de le faire sous des conditions strictes et vous avez beaucoup d'obligations à respecter, d'analyse de risque, de bonne documentation, et on va les voir ensemble. Alors, où est-ce que vous, en tant que si je prends des freelances / des cadres ou des gens qui travaillent dans des entreprises un peu générales, où est-ce que vous avez le plus de chances de les voir? Les hauts risques, vous allez surtout les voir sur tous les usages d'IA qui touchent aux ressources humaines. Vous mettez une IA qui va lire les CV des candidats qui postulent chez vous et qui va vous les scorer et vous dire celui-là, il faut l'embaucher ou non. Très clairement, il va être à haut risque. L'exemple que je viens de vous donner, il va même être interdit parce qu'il n'y a pas de supervision humaine. Mais en gros, voilà, si vous êtes en train de toucher à des ressources humaines et que vous mettez de l'IA là-dedans, vous allez flirter très rapidement avec le haut risque. On arrive dans les cas qui sont un peu moins problématiques. Risque limité, c'est surtout ce qui concerne l'IA générative. Donc, vous avez une multiplicité de finalités possibles quand vous parlez à un chat GPT ou à un copilote ou à un autre outil. Vous pouvez lui poser un tas de questions. Donc, on n'encadre pas vraiment la finalité qui est derrière, mais on demande de la transparence, on demande de faire attention à deepfake, on demande aux fournisseurs de ces IA-là de vous prévenir que la réponse, elle est faite avec de l'IA générative et que ce n'est pas un humain, de ne pas vous faire croire en tout cas que c'est un humain qui est derrière et qui vous répond. C'est surtout les obligations de transparence qui vont être derrière. Et les obligations, le risque minime, c'est ceux qui n'ont pas été catégorisés dans les 3 précédentes. C'est tout le reste. En fait, c'est la catégorie par exclusion des autres. Et c'est souvent là qu'il y a l'essentiel des systèmes d'IA qui sont déployés actuellement dans les entreprises. Un exemple simple, vous faites un système d'IA qui vous permet de faire de la prévision des ventes dans le futur. Vous allez être là-dedans. Vous allez être dans les risques minimes. Alors, Excuse-moi, Jérémy, on a une question. Alors, une question de Atim qui te demande, pouvez-vous développer en quoi les applications à l'éducation peuvent être à haut risque, s'il vous plaît? en fait, dans le cas de l'éducation, c'est pas tant la finalité qui est derrière que le lieu. Donc, le fait que vous le mettez en contact, déjà probablement avec des mineurs, il y a un risque que c'est des mineurs, vous allez passer au risque à cause de cette raison-là. Et deuxième point, il y a aussi toute une vigilance de la part de la Commission européenne sur des systèmes qui peuvent potentiellement repérer les meilleurs élèves par rapport à d'autres, faire une sorte de notation qui ne soit pas de la notation sociale, mais qui soit de la notation à caractère éducatif. Donc ça, la Commission européenne a considéré que dans ce cadre-là, on ne va pas vraiment regarder la finalité, on va juste dire, si vous voulez mettre de l'IA dans une école, c'est problématique par définition. Pas interdit, mais problématique. Et donc, vous allez devoir l'encadrer à fond. Voilà. Et il y a Océane qui te demande à qui appartient la responsabilité des données sensibles saisies dans une IA générative, le fournisseur OpenAI ou le développeur du système, Alors, déployeur du système. on va passer là-dedans dans 30 secondes. On va passer sur la catégorie des utilisateurs juste après.
là, je vous ai fait les catégories de risques. C'est une sorte de première grille de lecture du texte de loi. La seconde qui arrive, c'est que c'est de se poser la question de qui est concerné par le texte de loi. Est-ce que toutes les entreprises du monde le sont? Est-ce que vous, en tant qu'individu personnel, pas en tant que professionnel, mais vraiment en tant qu'individu chez vous, vous l'êtes? La réponse, elle est oui ou non, ça dépend des cas. En gros, pour les entreprises, j'en ai mis trois là. OpenAI, qui produit donc ChatGPT, entreprise américaine. Mistral, entreprise française qui produit un équivalent de ChatGPT. Et le slip français qui ne produit absolument pas d'IA, mais qui potentiellement utilise de l'IA dans ses processus, dans ses opérations. Et je n'en sais rien, je les ai mis par exemple, mais je ne sais pas s'ils le font ou pas. Est-ce que ces trois entreprises-là vont être concernées par l'IA Act? Alors la réponse, entre autres, elle est oui pour les trois, mais elle n'est pas oui pour les mêmes raisons. OpenAI, certes, c'est une boîte dont le siège est en dehors de l'Europe, mais les modèles qui sont fournis sont proposés en Europe, ils ont des utilisateurs en Europe, et en tant que tels, ils vont être soumis à l'IA Act, exactement comme s'ils avaient un siège en Europe. Pour Mistral, la réponse est encore plus simple, c'est déjà d'un, ses utilisateurs sont en Europe, mais le siège de l'entreprise est en France, donc elle est doublement concernée par l'IA Act. Et dans le troisième cas, le slip français, s'ils utilisent de l'IA chez eux en tant que déployeur, comme le siège est en France, quand bien même ce n'est pas un spécialiste de l'IA, quand bien même ce n'est pas la vocation de l'entreprise de faire des modèles d'IA, ils vont être concernés par l'IA Act. Et après, on peut revenir sur la question d'Océane, qui est, mais est-ce qu'ils sont concernés au même niveau? Est-ce qu'ils ont les mêmes obligations? La réponse est non, parce qu'il y a une sous-catégorisation des entreprises qui sont concernées. En gros, en trois gros blocs. La première, c'est fournisseur, la deuxième, c'est déployeur, et puis après, il y a les autres, il y a tout un tas d'autres qui sont décrits dans le texte, comme les importeurs, etc., etc. On ne va pas trop en parler. Fournisseur, c'est assez peu d'entreprises dans le monde, c'est des entreprises qui vont vraiment créer des modèles d'IA, les fournir, donc des modèles souvent fondationnels, comme par exemple OpenAI, comme Google, comme Microsoft, qui en ont tous, comme Mistral dans ce cas-là. C'est-à-dire, vous parlez à ce qu'on appelle un large langage modèle qui va vous répondre, et quand bien même vous allez l'encapsuler dans un usage, dans une finalité, dans un sous-produit à vous, vous utilisez quand même ce modèle fondationnel. Donc, eux sont considérés comme fournisseurs dans ce cadre-là. Et c'est les fournisseurs qui ont le plus d'obligations sur la façon dont ils doivent créer et mettre de l'IA à disposition de leurs clients. Déployeur, c'est une notion un peu plus bâtarde. Vous utilisez en général le produit, en tout cas une brique de quelqu'un d'autre, mais vous ne l'utilisez pas telle quelle. Vous allez la mettre dans un autre produit, vous allez la limiter à une finalité plus simple. Par exemple, vous pouvez dire, ben, je vais prendre le modèle fondationnel qui vient de Mistral et je vais en faire un chatbot qui me permet de répondre à mes clients sur mon site. Là, dans ce cadre-là, vous allez être un déployeur. Et vous avez quand même, vous, un certain nombre d'obligations par rapport à vos utilisateurs finaux qui sont les clients de votre site. Et j'ai mis une définition d'utilisateur qui n'est pas mentionnée dans l'IA Act, ce n'est pas vraiment une catégorie, c'est juste pour vous aider, vous, à avoir le distinguo. L'utilisateur, c'est quelqu'un qui peut interagir avec de l'IA, qui peut recevoir un message qui a été fait par de l'IA ou une image qui a été faite par de l'IA, mais qui n'a pas vraiment son mot à dire sur la façon dont ça a été construit, quelles sont les briques techno qui ont été mis en place ou la finalité. Il est juste là pour consommer, mais il n'est pas déployeur parce qu'il n'est que utilisateur dans ce cadre-là. Donc parfois, vous, dans une entreprise, vos employés peuvent être, en tant qu'entreprise, vous pouvez être déployeur, mais vos employés peuvent être utilisateurs d'une IA que vous avez déployée dans votre entreprise, et vos clients peuvent être utilisateurs d'une IA que vous avez déployée dans votre entreprise. Vous avez une sorte de mix de différents cas qui arrivent à ce moment-là. Donc, pour reprendre sur la question d'Océane, si vous mettez des données personnelles dans un modèle d'IA, il se passe quoi? La plupart donc là, vous êtes au niveau de l'inférence, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation, pas forcément au niveau de la constitution du modèle ou de l'entraînement du modèle. Dans les termes et conditions de tous les gens qui proposent des modèles, on vous demande de ne pas faire ce genre de choses, on vous demande d'anonymiser les données que vous mettez dedans. Quand bien même vous le faites,
vous pouvez vous poser la question de, par erreur, j'ai mis des données personnelles dans un modèle, il va se passer quoi? S'il n'y a pas de surentraînement, c'est-à-dire si le fournisseur du modèle ne récupère pas vos messages pour décider de continuer d'entraîner son propre modèle, lui, il n'aura pas vraiment d'obligation à les gérer. Vous l'avez fait, il les a vus passer, il va juste avoir une obligation de supprimer ces données au bout d'un certain temps, qui va plus toucher à la RGPD d'ailleurs qu'à l'IA-Act. En revanche, s'il considère qu'il peut prendre vos messages et qu'il peut continuer d'améliorer son modèle en surentraînant dessus, il va devoir, lui, faire une phase d'anonymisation avant de pouvoir réutiliser vos données telles quelles. Donc, il va reprendre vos messages, supprimer tout ce qui va ressembler à de la donnée personnelle avant de surentraîner. Et il va aussi, très probablement, conditionner son modèle pour ne pas lui permettre de recracher de la donnée personnelle qu'il aurait vue ailleurs, par exemple sur Internet, facilement. Il va avoir des incentives à ne pas le faire et à bloquer ce genre de message. OK pour vous? Ouais, et nous avons Nathalie qui te demande la sous-traitance. Alors, j'ai besoin d'un peu plus de contexte sur la question, sur la sous-traitance. Ouais. Donc, est-ce que tu es une entreprise qui sous-traite, tes fournisseurs utilisent de l'IA et toi, en tant qu'entreprise mère, tu te poses la question de savoir quelles sont tes obligations? Si c'est ça le contexte, tu as peu d'obligations parce qu'en fait, tu es considéré comme utilisateur dans ce cadre-là. C'est l'entreprise qui sous-traite qui va être ou fournisseur ou déployeur. Donc, si tu as pris un freelance qui est en sous-traitance par rapport à toi pour écrire du contenu sur ton site et qu'il se sert de l'IA pour faire ça, toi, en tant qu'entreprise mère, tu n'as pas d'obligation liée à ça. Et ton freelance aura soit une obligation, soit une bonne pratique de te dire qu'il l'a fait. Ça dépend un peu du cas. Nous avons aussi Cyril qui te demande ma startup a créé sa propre IA, un modèle de machine learning à partir du forest. Dans quelle catégorie suis-je? Alors, a priori, tu vas être au niveau de provider, donc de fournisseur. C'est à toi que tu vas avoir les obligations les plus fortes. Pourquoi? Parce que tu as fait t'as fait les cycles de collecte de données et d'entraînement sur ces données. Nous avons Christophe qui dit typiquement sur ce propos et dans le cadre d'un bot sans surentraînement, existe-t-il un bot local ou un toolbox pour desktop permettant d'anonymiser des inputs type, tableau Excel, mind mapping, PowerPoint, Atlassian, des sortes ensuite à pouvoir utiliser le GPT plus sereinement? C'est une bonne question auquel il n'y a pas de Et réponse précise. il ajoute aussi, excuse-moi, que sa startup utilise son IA pour elle-même. Donc, comment. Alors, il n'y a pas une réponse simple à cette question, mais comment c'est fait dans la plupart des boîtes chez lesquelles j'interviens? La plupart des entreprises qui ont ce genre de problématique, en général, créent une trust layer, donc ils vont créer une sorte de couche intermédiaire entre ton système informatique et des fournisseurs d'IA. Et dans cette couche intermédiaire, tous les appels API en fait, sont filtrés, sont observés, on essaye de détecter dedans est-ce qu'il y a de la donnée personnelle ou pas. Une fois que tu as détecté de la donnée personnelle, tu as deux façons de le faire. Soit tu vas utiliser une librairie de code qui sait le faire. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça marche sur du regex classique. Ah, j'ai détecté une adresse email. Ah, j'ai détecté un téléphone, etc. En général, tu peux le filtrer à ce moment-là. Soit tu vas utiliser un autre LLM dont le but n'est que de dire j'ai détecté de la donnée personnelle et ce LLM, là c'est le serpentissement à la queue, doit évidemment fonctionner dans un environnement hyper clos, hyper sécurisé. Chez toi, tu dois le maîtriser de bout en bout, sinon ça reporte le problème juste à une étape plus loin. Donc les deux façons de faire, c'est ça. C'est en général, tu as cette trust layer, tu as cette détection, soit tu la fais en code, soit tu peux la faire en IA. Je conseille plutôt de la faire en code. C'est plus facile à maîtriser et à justifier si tu as un contrôle derrière. Et tu filtres et t'anonymises à la volée avant que le message arrive chez le provider.
Si ton IA, si le provider, c'est toi, dans ce cas-là, toi, tu es provider et tu mets ton IA à disposition de tes clients, tu peux avoir toi-même cette couche intermédiaire qui anonymise avant que ça arrive sur ton modèle. Mais ce serait plutôt à tes clients de le faire. Et est-ce qu'il y a une super librairie de code qui le fait hyper bien? Non, il y en a plein. Si tu tapes sur Google, tu vas en trouver un certain nombre, selon les langages que tu veux mettre en place. Et il n'y en a aucune qui est 100% capable de le faire. Parce qu'en fait, les données personnelles ont des formats plus compliqués qu'une simple adresse mail ou un simple numéro de téléphone. Ne serait-ce que détecter tous les numéros de passeport possibles, c'est compliqué. Donc, tu dois quand même partir de l'idée qu'il y en a qui vont atteindre ton modèle et de savoir ce que tu en fais ou pas. Voilà comment c'est mis en place dans les boîtes CAC 40, par exemple. Et alors, pour reprendre, les questions que vous posez, en gros, ça tourne entre, d'accord, je suis dans quelle catégorie, est-ce que je suis fournisseur, est-ce que je suis déployeur, et selon vos cas d'usage, dans quel niveau de risque vous êtes. Et en fait, tout le principe de l'IA Act, c'est de revenir vers vous en vous disant, quand vous êtes capable de répondre à ces deux questions-là, vous allez pouvoir vous mettre dans une des cases, et en fonction de la case dans laquelle vous êtes, vous allez avoir les obligations que vous devez respecter. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Évidemment, plus vous êtes côté fournisseur et plus vous êtes côté haut risque, plus vous avez d'obligations. Plus vous êtes côté simple utilisateur et sur des sujets peu risqués, moins vous avez d'obligations, voire vous n'en avez pas du tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une réponse qui est pour tout, tout le temps. En tant qu'entreprise, vous pouvez avoir des systèmes d'IA qui ne sont pas dans les mêmes cases, pas dans les mêmes niveaux de risque, et même pas au même niveau fournisseur ou déployeur selon l'architecture technique que vous avez mis en place. Sachant qu'il y a une sorte de rattrapage qui est fait dans le texte qui consiste à dire que vous êtes déployeur, donc vous utilisez ChatGPT ou Mistral ou n'importe quel modèle fondationnel pour votre système d'IA. Si vous le modifiez très lourdement, et dans le texte, c'est marqué significativement, ce n'est pas défini ce que ça veut dire significativement, vous allez être considéré comme fournisseur vous-même. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles. En général, on a tendance à dire que s'il y a un surentraînement du modèle fondationnel, là, vous êtes dans la modification significative, et donc vous passez fournisseur vous-même. Mais ça dépend un peu des juristes qui lisent le texte et de leur sensibilité au risque. Donc là, je vous ai listé les obligations que vous devez suivre. On va en regarder certaines. On va prendre évidemment les cas qui sont les plus compliqués. Donc, on va regarder ce que ça veut dire provider et haut risque. Et puis après, je prendrai des exemples pour illustrer un peu ce propos-là. Donc, dans le cas le plus dur, vous êtes provider, vous êtes fournisseur, vous êtes en train de faire votre propre modèle d'IA à peu près à partir de zéro, en tout cas à partir de données d'entraînement de base, et vous n'utilisez pas forcément un modèle sur le marché. Et en plus, la finalité va être assez risquée parce que vous rentrez dans les cases que j'ai décrites un peu avant. On vous demande de faire quoi? Premièrement, on vous demande de mettre en place un système de gestion des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une procédure qui vous permet d'identifier les risques, de vous poser la question qu'est-ce qui peut mal se passer? Et pour chacun des risques qui a été identifié, vous allez avoir une réponse pour le limiter ou l'annuler. Une réponse qui peut être technique, mais qui peut être aussi procédurale en disant bon, bah, si mon utilisateur se sert de mon IA pour faire quelque chose, il doit absolument ne pas laisser l'IA décider pour lui-même, mais il doit baser sa propre décision humaine sur le résultat de l'IA. Ça ne peut pas être en full automatique. Ça, par exemple, c'est une sorte de gestion de risque qui met un peu de supervision humaine à certains endroits. Donc, un programme de gestion des risques, ça ne se fait pas non plus comme ça. Il faut qu'il y ait des déclencheurs pour dire attention, là, il y a un risque qui va être perçu. Vous devez avoir une catégorisation des risques. C'est un système un peu lourd. Et je vais aller plus vite sur les autres parce que sinon, je vais passer la présentation là-dessus. Évidemment, il y a tout un tas de considérations sur vos données. Est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Est-ce qu'elles sont assez diverses? Est-ce qu'elles ne représentent pas des biais dans la société qu'on veut supprimer? En gros, est-ce qu'elles sont propres? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer d'où elles viennent et comment elles ont été constituées? Vous devez vérifier que votre système d'IA, et en particulier la sous-brique qui s'appelle le modèle,
n'a pas de problème de drift, c'est-à-dire ne va pas se détériorer dans le temps sans bonne raison, mais juste les résultats vont être de moins en moins pertinents. Vous devez enregistrer les logs, vous devez savoir qui a demandé quoi. Donc là, vous avez quand même de la conservation de la donnée, potentiellement de la donnée personnelle si vous anonymisez mal vos utilisateurs et vous devez être en mesure de vous dire telle demande qui a été faite a eu telle réponse de mon système d'IA. Vous conservez tout ça. Vous devez permettre de la supervision humaine, en particulier sur la prise de décision. Donc, haut risque plus complètement automatisé, ça c'est la bombe qu'on ne veut pas avoir. Donc, si vous êtes dans du sujet à haut risque, certes, mais souvent l'IA ne doit être là que comme un outil de support, d'aide à la décision, mais pas capable de lui-même prendre une décision. Vous devez avoir un humain qui a du bon sens et lit l'output du système d'IA et se dit oui, j'y crois pas, je vais dans le même sens que lui ou non, et c'est potentiellement mieux s'il explique pourquoi il fait ça. Vous devez avoir une documentation technique à jour, donc l'architecture, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les données d'entraînement que vous avez mis en place, quels sont vos cycles d'entraînement, comment vous les faites. Vous devez fournir des instructions sur comment utiliser votre système à vos clients, et elles doivent être claires et mettre en lumière les limites perçues de votre système que vous connaissez mieux que les autres. Vous devez faire une évaluation de conformité pour avoir un marquage CE en Europe. Vous devez évidemment signaler les incidents graves et vous devez respecter la législation qui touche à l'accessibilité, qui n'est pas vrai que pour l'IA, qui est vrai pour à peu près tout ce qui est en numérique maintenant. Donc ça, c'est les obligations que vous avez. Et c'est bien le faire, ça occupe des ETP à temps plein complet. Hein. Ça occupe plusieurs personnes. Je ne peux pas parler pour tout le monde, parce que seulement vous êtes une petite start-up avec un modèle d'IA ou que vous êtes un groupe de 40 000 personnes ou vous en avez 250, vous n'allez pas avoir les mêmes équipes pour faire votre gestion des risques. Mais même si vous êtes petit et que vous êtes fournisseur et que vous êtes à haut risque, vous devez avoir un début de réponse pour chacune de ces lignes pour ne pas avoir de problème vis-à-vis de l'IA. Si je bascule sur la partie GenAI, donc les modèles qui n'ont pas de finalité précise, parce que ça va être des modèles de langage qui répondent à vos questions globalement, ou des modèles de génération d'images qui répondent à votre demande de génération d'images. On ne peut pas mettre une finalité très très claire sur ce sujet-là. Vous pouvez vous en servir d'un million de façons différentes. Il y a des obligations qui sont un petit peu différentes, mais qui reprennent globalement les mêmes idées, c'est-à-dire la documentation, vous devez savoir comment votre modèle a été fait et qu'est-ce qu'il y a dedans. Transparence, ça c'est une particularité pour les modèles de génération d'IA générative, c'est-à-dire vous devez faire en sorte que les gens qui interagissent avec vous sachent qu'ils sont en train d'avoir un output de l'IA. Il n'y a rien de pire qu'un chatbot qui se fait passer pour un humain quand c'est de l'IA. On ne veut pas ça. On veut que l'IA soit marquée comme étant c'est de l'IA, voire que les images soient watermarkées en disant c'est de l'IA, sachant que ce watermarking peut être invisible à l'œil humain. Mais il faut qu'il y ait une façon de dire ça a été fait avec de l'IA. Il faut évidemment que vous respectiez le droit d'auteur dans la constitution de vos données d'entraînement et vous devez expliquer et rendre public les limites et les capacités de votre modèle. Donc ça, c'est les obligations les plus fortes, les plus lourdes, c'est sur ces cas-là en général. Et après, j'ai pris quelques exemples. Alors, si ça vous va, celui-là, je l'ai déjà fait. Je vais le passer tout de suite au deuxième. Il se passe quoi, par exemple, si vous êtes un rédacteur et vous faites des blog posts et vous les vendez, mais vous utilisez de ChatGPT pour les faire ou pour les améliorer. Donc, dans ce cadre-là, vous allez être un déployeur, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez fait ChatGPT, vous n'avez pas produit le modèle vous-même, vous n'êtes pas fournisseur. Votre niveau de risque, vous n'êtes pas en train de toucher à quoi que ce soit critique dans la finalité que vous avez, qui est de faire du contenu pour un blog pour un de vos clients. Donc, vous allez être dans les risques minimes, il n'y a pas de sujet véritablement. Vous avez peu ou pas d'obligations parce que vous êtes déployeur sur les risques minimes, mais vous êtes très, très encouragé à respecter un certain nombre de bonnes pratiques, c'est-à-dire qui sont honnêtement du bon sens, hein, pas l'envoyer directement à votre client sans le relire au moins une fois, informer le client qu'il y a de l'IA et que vous êtes servi de l'IA,
Et ça, ces bonnes pratiques-là, elles ne vont pas être forcément imposées par le texte de loi dont on parle en ce moment, l'IA Act, elles vont probablement plus être imposées par le contrat de prestation que vous avez avec votre client. C'est des clauses qui s'ajoutent à des obligations possibles de l'IA Act et qui sont vraiment très fréquentes actuellement. Donc voilà la bonne façon d'approcher l'IA Act quand vous êtes dans ce cas-là. Vous avez très peu à faire, mais regardez ce qu'il y a dans vos contrats avec vos clients et de manière générale, quand vous utilisez de l'IA, c'est bien de le dire, ça fait respecter votre obligation de transparence. On va prendre un cas un peu plus compliqué. Vous êtes toujours déployeur. Donc là, vous êtes un recruteur et vous reprenez un exemple que j'ai cité au tout début où vous recevez tout un tas de CV et vous avez une IA qui va vous mettre une note sur les CV en fonction d'un poste qui est ouvert. Une sorte de note de matching qui dit celui-là, il va être hyper bon pour ce boulot-là et celui-là, il ne va pas l'être. Donc là, vous allez être à haut risque parce que vous touchez en gros à déjà vous êtes dans les RH et puis vous touchez à de l'accessibilité. Globalement, vous êtes en train d'avoir un impact fort sur les individus. C'est pour ça que vous allez considérer un haut risque. Donc vous avez toutes les obligations haut risque et déployeur. Parce que j'ai fait l'hypothèse que ce n'est pas votre propre modèle d'IA, mais qu'a priori vous utilisez ChatGPT pour faire votre matching vous-même, qui vont s'imposer. Donc on ne va pas les refaire une seconde fois, mais il faut qu'il y ait de la supervision humaine. Il faut que les candidats aient conscience qu'il y ait ce système qui existe. Il faut qu'ils soient capables vos candidats soient capables de dire qu'ils ne veulent pas utiliser ce truc-là. Il faut que vos logs soient conservés. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, c'est pour ça que, en gros, une bonne règle de 3, c'est s'il y a IA et RH dans la même phrase, il faut commencer à lever la main en disant OK, mais il faut le faire doucement et il faut le faire en respectant tout un tas de choses, quoi. Et le quatrième cas, c'est vous êtes fournisseur parce que vous n'utilisez pas GPT-4, c'est une erreur. Vous avez fait un chatbot sur votre propre LLM, qui peut ressembler à un GPT, mais qui n'est pas celui de ChatGPT. Et vous basez votre chatbot sur votre LLM. Donc, dans ce cadre-là, vous êtes fournisseur, provider dans le texte en anglais. Et là, vous allez avoir le cas où vous êtes fournisseur, mais pas au risque. Donc, vous avez les obligations de transparence qui vont s'appliquer. Vous devez expliquer à vos utilisateurs, à vous, que c'est de l'IA, qui sont en train de parler avec une IA. Et vous devez donner à vos clients qui peuvent installer ce chatbot chez eux, sur leur site à eux, des instructions claires sur qu'est-ce que ce chatbot est capable de faire ou qu'il n'est pas capable de faire. Dans ce cadre-là, je vous encourage fortement, de manière générale, c'est ce que je vois à peu près partout dans les boîtes qui sont assez matures sur ces sujets-là. Tout le monde traite à peu près tous les sujets d'IA comme s'ils étaient à haut risque. C'est-à-dire, si vous êtes capable de faire une documentation pour du haut risque, faites-le pour les sujets qui ne sont pas à haut risque, vos systèmes d'IA qui ne sont pas à haut risque. Pourquoi? Parce que déjà, ils peuvent rebasculer au risque en fonction de détournement de la finalité que vous n'avez pas forcément vu venir au début. Et deuxièmement, si vous avez une procédure qui a été mise en place pour collecter de la donnée, justement, pour par exemple faire de la documentation ou faire de l'analyse de risque, c'est plus simple de l'appliquer de la même façon sur tous que de vous poser sans arrêt la question de savoir si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes à haut risque ou si vous n'êtes pas à haut risque, sachant que cette définition-là, évidemment, quand vous justifiez dans le cadre d'un contrôle de ce modèle-là, vous considérez qu'il n'est pas à haut risque, les gens qui vont vous contrôler vont se faire leur propre avis sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ils vont peut-être eux-mêmes le retoquer au risque quand vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas considéré comme étant un risque. Et si vous avez des questions sur cette partie-là, et après j'arrive sur 2-3 points de qu'est-ce que vous devez mettre en place ou garder en tête quand vous arrivez vous êtes à freelance, je prends un peu ce cas-là, et que vous arrivez chez un client, vous travaillez dans des sujets qui sont liés à l'IA, quels sont les réflexes à garder en tête. Et si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir avant. Alors, Jérémy, nous avons pas mal de questions. Si ça te va, on peut y répondre 10 minutes à la fin. Ça marche. Il nous reste combien de temps?
Il nous reste... Alors là, on est à 40 minutes déjà. Il faut que j'avance, mais c'est bien, on arrive sur la fin. Donc, globalement, le texte de loi lié à Acte, c'est un texte juridique qui est, comme beaucoup de textes juridiques, illisible et vraiment désagréable à lire. Donc, on vous demande pas déjà, on vous demande pas de le lire, il fait 500 pages, et on vous demande pas d'être des spécialistes dans le sujet si vous touchez à l'IA. Mais on vous demande quand même d'avoir des notions et en tout cas de garder votre bon sens. Déjà, avec le bon sens, vous pouvez aller loin. Donc, il y a un peu deux questions à se poser tout le temps, et vous avez besoin d'aucun texte de loi pour les poser. C'est si vous faites de l'IA, si vous interagissez avec de l'IA, est-ce que le cas d'usage est acceptable? Est-ce que vous accepteriez, vous, d'être l'utilisateur de l'IA que vous êtes en train de faire? Ou est-ce que c'est un cas d'usage qui craint, pas d'autre façon de le dire, repenser au contrat d'obsèque? Déjà, ça, vous êtes assez capable de vous le dire. Est-ce que vous avez envie ou pas d'être le sujet de ce truc-là? Si la réponse est non, parce que ça vous dérange, c'est probablement que ça dérange les autres, et c'est probablement que vous êtes sur un cas qui est en train de passer un certain nombre de frontières. Le deuxième point, c'est que vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde et avoir un système d'IA dont la finalité est hyper acceptable et super bien vue, je ne sais pas, comme aider les gens à se former sur un sujet, par exemple. En fait, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que si mon système d'IA a un problème, donc est-ce que si quelque chose se passe mal qui n'était pas prévu, il y a des retombées négatives qui peuvent arriver sur les individus? Et si la réponse est oui, vous devriez traiter aussi votre système comme un système à haut risque. Donc la première chose, c'est quoi la finalité? C'est les bonnes et c'est les mauvaises. C'est un peu binaire, et c'est pas mal de le voir comme ça. Et la deuxième, c'est quand bien même vous êtes dans le bien, si ça se passe mal, c'est quoi les conséquences? Donc moi, les questions que je donne à des gens qui ne sont pas forcément des experts du sujet et que je leur demande de garder en tête, c'est celle-ci. Ça leur donne un peu une sorte de première grille de lecture pour savoir où ils doivent se situer. Euh, Évidemment, si c'est interdit explicitement par l'IACT, vous êtes fixé. Est-ce que ça a un impact significatif sur la vie des individus? Donc la question est très large, mais en fait, dès que vous arrivez dans le oui, il y a toutes les chances que vous soyez sur du haut risque. Et si vous êtes sur un domaine réglementé, donc ça, vous le savez un peu selon la nature de votre client, mais si votre client, il est dans l'aérien, il est dans les médicaments, il est dans la construction de véhicules, vous êtes sur des domaines réglementés, donc vous allez très probablement aussi flirter avec du haut risque si vous touchez à leur produit final. Est-ce que votre IA prend des décisions automatisées? C'est rarement acceptable. Il y a assez peu de cas où ça ne posera aucun problème. Ça dépend du type de données que vous traitez. Si vous touchez à des données biométriques ou sensibles, vous allez très très vite considérer comme étant à haut risque. Pareil, si vous vous adressez à des personnes vulnérables. Et enfin, est-ce que votre IA a pour but d'influencer la décision ou l'action d'individus? C'est pareil, vous allez considérer comme étant à haut risque. Ça, c'est la mini checklist que je donne à des gens qui ne sont pas des experts. Et quand ils voient passer un système d'IA, il faut qu'ils la fassent tourner dans leur tête pour voir si ça allume des alertes ou pas. Et le deuxième point, c'est OK, donc là, on est un peu capable, à la grosse maille et beaucoup de bon sens paysan, de se dire est-ce que je suis catégorisé au risque ou pas? Le deuxième point, c'est quoi les bonnes pratiques, un framework de développement d'IA à mettre en place chez moi qui, indépendamment de la catégorisation du risque, va m'aider à faire en sorte que tout se passe bien et va m'aider à répondre aux obligations du texte de loi quand je suis concerné. J'ai listé quelques blocs, on va les revoir ensemble. Mais de manière générale, si vous arrivez dans une boîte, une grosse entreprise, c'est bien de mettre une sorte de politique ou de charte d'usage de l'IA qui va expliquer un certain nombre de choses qui peut sembler évidente à des gens qui sont dedans toute la journée, mais qui ne le sont pas. Et pour reprendre la question d'Océane, typiquement dans les chartes que je vois, on vous demande de ne pas mettre des données personnelles dans des chats GPT et autres. On vous interdit en tant qu'employé de le faire. Et c'est bien. Il faut que vous ayez conscience que c'est vraiment une mauvaise idée de le faire. Et vous avez dans cette charte toute une palette de possibilités d'encadrer un peu les usages possibles des IA qui sont chez vous.
Le deuxième point, c'est l'inventaire. Donc l'inventaire, c'est pour éviter ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire des systèmes d'IA dont vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas conscience, mais qui pourtant fonctionnent chez vous parce que des employés ont fait des comptes personnels ou des comptes avec leur adresse pro, mais vous n'en ont pas parlé, donc vous ne savez pas vraiment que c'est mis en place. Donc, vous avez un travail assez lourd, c'est vrai, surtout dans les grandes boîtes, qui consiste à recenser qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et où il y a de l'IA chez vous. L'évaluation des risques, ça peut commencer de façon simple avec un Excel et avec deux, trois personnes autour d'une table qui passaient un temps de qualité à vous poser des questions de qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans le système, quels sont les risques possibles. Déjà, ça, c'est un début de réponse. Évidemment, si vous êtes une boîte du CAC 40, ça ne suffira pas, il faudra avoir des systèmes plus compliqués. Il faudra avoir des équipes qui sont dédiées à ça avec des experts du sujet, mais même si vous êtes une start-up, vous pouvez commencer en tout cas cette analyse de risque comme ça. Documentation technique. Moi, je conseille à tout le monde de la faire quoi qu'il arrive et de ne pas se poser la question de savoir si vous êtes au risque ou pas au risque. Déjà, ça va vous aider, vous, plus tard, quand vous avez du turnover sur vos développeurs, ça aide vos clients à mettre en place des choses. Enfin bon, bref, faites-le et faites-le bien. C'est en général du temps de gagner à toutes les étapes. Vous avez un ROI positif sur celui-là. Il y a Act oblige toutes les entreprises à mettre en place un module de formation qui s'appelle, en gros, en anglais, ça s'appelle AI Literacy. Pas vraiment de bonne façon de le traduire en français, ce serait alphabétisation de l'IA, qui consiste à expliquer à des gens qui ne connaissent rien à l'IA, les briques, les concepts les plus importants de l'IA. C'est très très haut niveau, mais c'est important de le faire pour expliquer que l'IA n'a pas toujours raison, par exemple, d'où viennent les réponses, etc., etc. Donc on vous demande de mettre en place ce mini programme de formation qui, dans ce que je vois, c'est souvent un atelier de 45 minutes. Voici l'histoire de l'IA, voici les grands systèmes actuels et voici comment ils fonctionnent. Et attention à tous ces points-là, parce que l'IA n'a pas toujours de bonnes réponses, etc. Ça suffit. La partie surveillance, alors c'est pas surveillance de vos employés, hein, c'est surveillance des systèmes d'IA, évidemment. Donc ça passe par vos logs, mais ça consiste à mettre des déclencheurs et des tests automatisés en disant bah, vous avez mis un système d'IA sur le marché, il marche très bien parce qu'il a, je ne sais pas, un niveau de précision de 96%. Vous ne devez pas vous arrêter là et de vous dire que vous allez arrêter de mesurer la précision de votre système d'IA. Vous êtes censé la mesurer au cours du temps et vous vous rendre compte que s'il y a une chute brutale, il passe à 60% de précision. Il y a un problème qui a eu lieu et que vous devez enquêter et essayer de le résoudre. Ça, c'est l'obligation de l'IA Act, de ne pas juste se dire quand je l'ai mis sur le marché, ça allait très bien et après je l'ai oublié dans son coin. Vous êtes censé faire passer des tests pour voir si le modèle ne drifte pas, c'est-à-dire que ses performances restent bonnes au cours du temps. Et dernièrement, qui est le point selon moi le plus important, le contrôle humain. Le contrôle humain, ça veut dire deux choses. Ça veut dire tout ce que j'ai expliqué sur IA et décisions automatisées ne font pas bon ménage de manière générale, donc il faut essayer de les éviter. Mais ça veut aussi dire que si quelque chose se passe mal, vous devez pouvoir dire bah, c'est à cette équipe-là de gérer le problème. Vous devez pouvoir être capable d'avoir la carte des responsabilités de qui fait quoi en permanence et que les gens se sentent investis de la responsabilité de surveiller ou de surveiller leur système d'IA ou de mettre une documentation à jour, etc. Vous devez avoir une carte de responsabilité, un RACI, comme les gens disent souvent, qui est très clair. Et si vous faites ces briques-là, c'est les premières briques du framework, les choses vont bien se passer. Et je vais aller très très vite parce qu'apparemment on arrive au bout du temps. On en est où sur le calendrier? L'IA Act, ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain, donc il y a des sortes d'étapes importantes. L'étape en jaune, c'est la prochaine qui arrive en août de cette année, c'est-à-dire que toutes les obligations sur les sujets à haut risque sont valides et vont être auditables. Donc en gros, la plupart du texte de l'IA Act maintenant est opérationnel. En tout cas, à partir de août 2026, ça va être complètement opérationnel. Vous devez respecter ce que le texte de loi en dit. Et il se passe quoi si c'est pas fait? Il y a des amendes qui sont mises en place qui ressemblent beaucoup aux amendes côté RGPD. 7% du chiffre d'affaires ou 35 millions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a vachement de cas par cas après, une fois qu'un audit a été fait par
une autorité de contrôle et qu'une non-conformité a été déclarée, vous allez avoir potentiellement une pénalité financière, mais elle est calculée de manière compliquée et ce n'est pas ces 3 chiffres-là qui vont vous donner la réponse. Mais les montants sont importants parce que la Commission européenne voulait faire passer l'idée que c'est un sujet grave, que c'est pas un sujet anodin. En gros, ils vont regarder en détail et si vous le faites mal et que vous avez beaucoup de mauvaise foi, ils vont essayer de vous tomber dessus sérieusement. Et bon, ma dernière slide et mon dernier point, c'est un peu une sorte de prise de recul sur l'IA Act. Je vous en ai parlé en long et en large. Il se passe quoi dans le monde? La plupart des pays sont en train de sortir leur propre législation, leur propre IA Act à eux, pas forcément sous la même structure, mais en gros, les États américains le font, l'Australie l'a fait, la Corée du Sud vient de le faire, l'Inde est en train de le faire, enfin la plupart des pays le font. Donc, si vous êtes une très grosse boîte et vous avez des systèmes d'IA qui sont utilisés partout dans le monde, et ben, mauvaise nouvelle, on ne vous demande pas d'être conforme à l'IA Act, on vous demande d'être conforme à l'IA Act, plus tous les autres qui sont mobilisés dans votre géographie. Donc, potentiellement, vous devez, avec un seul système d'IA, répondre à 10 ou 15 frameworks réglementaires qui sont différents. Et l'IA Act est pas complètement fini. Donc, vous allez avoir des sorties importantes dans les mois et les années qui viennent. Vous avez une proposition de simplification qui est en train d'arriver, mais qui a des grandes chances d'être rejetée. Donc, on n'a pas débattu sur ce sujet-là. Et vous allez avoir le code de pratique qui est l'idée que le texte tel quel est vachement théorique et général et pas très précis. Et nous, professionnels du secteur, on a des problèmes d'interprétation parce que c'est trop général. Qui vont sortir des textes qui sont plus précis, qui prennent des exemples et qui explicitent ce qu'ils entendent par haut risque, par obligation, par c'est quoi une bonne documentation, etc., etc. Donc ça va sortir et ça permettra à tout le monde d'y voir un peu plus clair. Et c'était ma dernière slide. Donc on peut passer aux questions maintenant. Merci. On a pas mal de questions, en effet. Ça veut dire que le sujet était intéressant. Alors, nous étions arrivés à Laurence qui te demande comment savoir le niveau de confidentialité, comment savoir le niveau de confidentialité des outils proposés en tant que user. Dans votre exemple, comment savoir que nos données seront anonymisées? Pardon. Alors ça, c'est mentionné dans les contrats que vous avez signés, donc dans les contrats ou dans les CGV. Si vous, par exemple, vous créez un compte sur OpenAI, vous allez vous demander de cocher les CGV que personne ne lit. Je suis le premier à ne pas les lire. Mais dans ces CGV, ils vont vous expliquer ce qu'ils font avec vos données. Il n'y a pas de réponse unique. Hein. Parfois, ils vont s'en servir, ils vont mentionner, ils vont dire vos données sont susceptibles d'être utilisées pour du réentraînement. Et dans d'autres types de contrats qui sont en général plus chers, il y aura la mention explicite que vos données ne seront pas utilisées pour du surentraînement. C'est-à-dire que ça sera gardé juste le temps de l'inférence et après elles sont supprimées. Donc c'est à vous de lire les petites lignes dans les contrats globalement. Il y a des fournisseurs de modèles qui ont plus une culture quand même sur la protection des données que d'autres. Mistral est plutôt bien. Donc, si vous avez un gros sujet de protection des données, je vous conseille de vous tourner plutôt vers eux plutôt que vers OpenAI ou DeepSeek ou ce genre de modèle. Mais c'est du cas par cas et c'est contractuel. Et c'est la seule façon pour vous d'avoir une certitude sur ce qui se passe derrière. Nous avons également Olivier qui te demande entre pseudonymisation ou anonymisation, y a-t-il une différence au niveau IA Act? Alors, en fait, j'ai botté en touche sur cette question-là parce que l'IA Act concernant la privacy et donc tous les sujets de comment tu vas crypter tes données renvoie vers le RGPD énormément. Et donc, ce n'est pas l'IA Act qui va te répondre, c'est surtout le RGPD qui va te répondre. Donc, dans le RGPD, dont je ne suis pas un expert, la pseudo-anonymisation n'est pas forcément suffisante pour gérer la protection des données parce que c'est une technique réversible. Tu peux récupérer ta donnée non cryptée après. Donc, la pratique la plus sûre, c'est de l'anonymisation complète. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de revenir sur la donnée originelle quoi qu'il arrive. La pseudo-anonymisation,
à mon sens, tu peux la garder sur les logs de tes clients parce que tu as potentiellement besoin de pouvoir repointer qui a eu un problème à tel moment, etc. Donc, tu peux devoir retrouver les personnes concernées. Donc, là, pour avoir la réponse, il faut plutôt regarder côté RGPD et de manière générale, la pseudonymisation est moins forte que l'anonymisation. C'est rarement la meilleure solution si tu veux une sécurité maximum et être le mieux couvert possible par rapport à ces deux telles lois. Nous avons également Freddy qui te demande, est-ce que l'IA Act exige une méthodologie d'analyse de risque particulière? Non, alors pour l'instant, non. Ça va peut-être sortir dans le code de pratique, ce sera peut-être un peu plus expliqué ce qu'ils attendent par là. Donc, ils n'attendent pas forcément de méthodologie particulière. Ceci dit, l'analyse de risque, entre autres dans l'IT, il y en a quand même beaucoup, qui n'ont rien à voir avec l'IA, mais il y a quand même beaucoup de procédures qui existent ou de frameworks qui existent. Et pour l'instant, ce que tout le monde fait, c'est qu'ils essayent de copier ce qui existe dans l'IT au sens plus large et de le déporter dans l'IA. Et ils prennent ces procédures-là, et honnêtement, il y a beaucoup de chances que ce soit ça la réponse attendue. Donc tu peux regarder ce qui est mis en place sur des frameworks IT généraux comme l'ISO 27001. Il y a aussi des frameworks qui sont pas liés à l'IA Act, mais qui sont dédiés à l'IA, comme ISO 42001 par exemple, où tu peux voir ce qu'ils disent et tu peux t'inspirer de ça pour avoir ta propre méthodologie. Dans la méthodologie d'analyse de risque, le problème, c'est que selon qui tu es, les attentes ne vont pas du tout être les mêmes. Tu es Sanofi, tu fais des médicaments, tu vas avoir des attentes énormes et de toute façon, tu sais gérer ça parce que c'est des professions très réglementées. Donc, tu as déjà en général beaucoup de ressources humaines en interne qui sont capables de faire de l'analyse de risque, pas forcément dédiées à l'IA, mais tu as quand même des briques qui existent. Tu es une petite startup qui crée un modèle d'IA financière pour les banques. Tu n'auras pas forcément le même niveau d'analyse de risque attendu. La banque va l'avoir, lui, mais toi, en tant que provider, pas forcément. Donc la réponse, elle est très, très différente en fonction de ta taille et de ta finalité. Nous avons Ludivine qui te demande, je suis une entreprise, plus exactement une industrie de santé. Une copie de mes données sont envoyées dans un data lake externalisé en SaaS. Ces données sont traitées par une IA pour constituer le data mart. Elles sont ensuite réinjectées dans d'autres systèmes type Power BI pour constituer des rapports de prise de décision, suivi de KPI, etc. Quelles sont les activités de conformité, gestion du risque que je dois suivre? Alors, je ne peux pas te répondre tel quel parce que là, il faudrait que je mette le nez dans c'est quoi les opérations qui existent précisément de transformation des données pour que je comprenne vraiment s'il y a des risques là-dedans. De manière générale, si l'IA n'est là que pour t'aider à avoir une meilleure compréhension de tes chiffres, c'est-à-dire que l'IA ne prend pas de décision, l'IA ne va pas tout seul essayer de faire un produit, par exemple, tu étais dans la santé, donc ne va pas tout seul essayer de faire un médicament, etc. Si tu es juste dans l'idée de l'IA t'aide à faire de l'analytics plus efficacement, tu as assez peu d'obligations, a priori. Et c'est une réponse qui est, avec toutes les guillemets et les parenthèses que je peux mettre, parce que je n'ai pas vu la réalité de ton use case et des données que tu manipules. De manière générale, si l'IA n'est là que pour renforcer un process qui existait déjà, par exemple, là, c'est Power BI qui est juste enrichi, tu as très souvent peu d'obligations sur ces sujets-là. Parce que tu as une petite clause d'exclusion qui permet de t'en sortir. Nous avons Sylvain qui te demande à quel niveau se situe l'IA Act au niveau des agents et de leur orchestration. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Je la reformule en disant est-ce que tu parles des agents IA et de comment ils s'orchestrent, quelle orchestration d'argent IA et qu'est-ce que l'IA Act va dire là-dedans? Si c'est Ouais. ça la question, en tout cas, moi je la comprends comme ça. L'IA ne dit pas grand-chose, parce que quand le texte de loi est sorti, l'IA agentique n'existait absolument pas. Donc, c'est très, très peu abordé. En revanche, ce qui est abordé, c'est la prise de décision ou la prise d'action en autonomie. Ça, c'est un sujet de risque. Donc, dans ce cadre-là, tu es censé faire
des études d'impact possibles sur telle IA, elle est capable de faire toute seule telle action, qu'est-ce qui peut mal se passer, qu'est-ce qui doit être corrigé. Typiquement, un exemple stupide, mais qui a le mérite d'illustrer ce sujet, tu fais une IA qui est un peu une sorte d'assistant financier à destination des individus. Si ton agent il est capable seul de passer des commandes, et tu as un bug et que quelqu'un dépense 50 000 euros dans un truc qu'il ne voulait pas, ça va être considéré comme étant une mauvaise gestion des risques parce que tes agents étaient capables de prendre des actions et tu n'as pas traité le risque à ce niveau-là. Donc, l'IA, pour résumer la réponse, l'IA ne dit pas grand-chose sur l'IA agentique. En revanche, elle parle des actions automatisées et ça, elle te demande d'être particulièrement vigilant sur ce sujet-là. Et c'est souvent un motif qui te fait basculer en haut risque. Nous avons également alors nous allons prendre une dernière question parce que nous sommes, arrivés quand même à la fin. Si vous avez d'autres questions, je pense que vous pourrez, contacter directement, Jérémy par son mail et vous avez également son site et son numéro de téléphone qui est affiché. Nous allons prendre une dernière question qui te demande, existe-t-il une certification sur la conformité à l'IA Act? Waouh. Alors, il y a plein de façons de comprendre ta question. Donc, est-ce que si toi, tu es professionnel et que tu veux dire, moi, mon métier, c'est de mettre les choses en conformité, il y a des certifications, la réponse est oui. On a le même métier dans ce cadre-là. Moi, je fais ça aussi. Donc, tu as plein de certifications. Je peux citer l'IAPP, qui est l'organisme de certification sur la privacy, qui en fait aussi sur l'IA. Après, ton deuxième point, c'est est-ce qu'en tant qu'entreprise, tu peux avoir une certification qui dit que tu as bien fait les choses sur ta gestion de l'IA. Tu n'es pas professionnel, là on parle de l'entreprise et de si elle a mis en place les bons modules. Oui, tu en as. Les plus grandes, ça va être ISO. Donc, ISO, tu en as une spécialement sur l'IA. Tu as NIST, N-I-S-T, qui est aussi une sorte de framework sur l'IA. Et en fait, ces frameworks-là t'imposent de faire tout un tas de choses. Et il y a un réseau d'auditeurs qui sont mandatés pour vérifier que tu l'as bien fait et qui peuvent te certifier que c'est bien fait. Et toi, tu peux dire, bah, j'ai cette certification-là, donc j'ai quand même fait des choses en place. Ces certifications-là, elles ne sont pas exactement les mêmes choses que les obligations de l'IA Act, mais tout se ressemble. Donc, si tu as été certifié et que tu as bien fait ton travail, a priori, ça veut dire que tu as déjà résolu la plupart de tes obligations de l'IA Act. Et c'est quand même bien de faire une dernière petite passe pour vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette et qu'effectivement, tu es parfaitement respectueuse de l'IA Act. Et après, la dernière réponse, est-ce qu'il y a une certification précisément sur l'IA Act, une sorte de tampon qui dit moi, en tant qu'entreprise, j'ai tout bien fait dans l'IA Act et il ne faut pas m'embêter parce que je peux montrer ça? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas forcément. C'est un peu comme la RGPD. En fait, la façon dont ça va se passer, c'est que tu vas dire que tu es conforme, ça va être autodéclaratif, a priori, et un organisme de contrôle, dans le cas de la RGPD, c'est la CNIL, pour l'IA, ce sera la CNIL ou autre chose, on ne sait pas encore, on va venir te voir et dire « Ah oui, tu es conforme, explique-moi pourquoi tu penses que tu es conforme, et s'ils sont d'accord avec toi, ils ne t'embêtent pas, et s'ils ne sont pas d'accord, il va falloir que tu justifies. » Ça va plutôt se passer comme ça. OK, très bien. Alors, je vous remercie tous, pour, votre présence et merci à toi Jérémy pour, la présentation, c'était très intéressant et nous allons vous envoyer le lien pour le replay ainsi que la présentation de, Jérémy par mail et on se retrouve, pour le prochain webinaire. Merci à tous, à Est-ce très que tu as bientôt. un mot à la fin, Jérémy, pour Alors, clôturer? oui, j'en ai un, merci. Le dernier truc que je vais vous dire, donc l'IA Act, comme je vous disais, c'est un texte illisible. Si vous avez envie de vous endormir, c'est génial. C'est affreux, mais globalement, l'idée qui est derrière, c'est quand même de faire en sorte que cette révolution incroyable qu'on est en train de traverser, on mette en place les bonnes briques pour que nous et nos enfants, on en profitent. En tant qu'individu, ça aille vers le progrès, ou en tout cas vers du bien-être, plutôt que vers du mal-être. Donc, c'est très important. C'est ennuyeux parce qu'il y a une sorte de nature procédurale et légale qui est mise sur ce truc-là. Mais la finalité, elle est là. Et moi, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Et voilà, c'est Merci. mon dernier mot. Passez Merci beaucoup en tout cas une et bonne journée. merci à tous.
Je vous souhaite une excellente journée. Au Au revoir. revoir.